cadre de l'amphithéâtre 250 de l'Institut des relations internationales du Cameroun pour l'une des missions phares de notre enseignement supérieur, c'est-à-dire la production scientifique, la production de la connaissance, la production du savoir. Tout enseignant digne de ce nom ne peut que se réjouir d'une pareille opportunité. Ce que nous laissons à la postérité, ce sont ces fruits-là. Et nous espérons qu'ils vont traverser le temps et parler pour nous longtemps après que nous soyons partis. C'est pour ça que je suis particulièrement heureux, en ma qualité de chef de département de politique internationale. Je voudrais aussi saluer la présence des autres chefs de département, Yemi ici présent, mais aussi le professeur Alain Didier-Oliva, chef de département de droit international de l'IRI. Merci d'être là. La tâche qui m'incombe cet après-midi est relativement simple, bien que quand même un peu complexe. Simple parce que Eden Kodjo, à qui le livre est consacré, est une personnalité que Emmanuel Renou et moi-même connaissons bien depuis très longtemps. Mais lui, bien plus que moi. La dernière fois que nous l'avons vu, en tout cas pour ma part, au dossier, publié aux éditions Iroko en 2019. Je voudrais vous proposer le plan de mon exposé qui se fera en 3 phases, mais je puis vous rassurer que je ne serai pas très long. Premièrement, je parlerai de la préparation du projet tel qu'il apparaît dans l'appel à contribution qu'a émis le professeur et à cette époque-là le docteur Emmanuel Renou, qui était encore chacun de vous. Et entre-temps, les choses ont évolué dans de très bonnes directions. Félicitations encore. Dans un deuxième temps, je parlerai du contenu de l'ouvrage, mais comme il y a 10 chapitres, vous allez souffrir du fait que je ne puisse pas aller trop en profondeur sur les 10 chapitres. Mais je dirais quand même la quintessence de chacun des chapitres. En tout cas, ce que j'en ai retenu. Après cela, nous allons, dans une 3e et dernière articulation, lancer un appel réellement à la lecture. Parce que nous sommes confrontés à un problème en Afrique. Beaucoup d'Africains ne lisent pas suffisamment. On nous accuse de ne pas écrire suffisamment. Mais même le peu qui est écrit n'est pas souvent lu. Alors, je terminerai en invitant vraiment toutes celles et tous ceux qui sont dans cette salle de faire le bon geste, de repartir avec les 3 ouvrages, naturellement, mais à défaut, au moins 2 parmi les 3, qui sont, je le répète, à un prix très abordable aujourd'hui par rapport à demain matin. La préparation du projet, je suis allé voir dans l'appel à contribution, et je constate qu'il est destiné aux jeunes chercheurs et doctorants en sciences politiques, en relations internationales, en histoire et en sociologie. Ce qui retient mon attention, c'est que la cible recherchée, c'est la jeunesse. Donc l'intention de l'auteur est de faire remonter une nouvelle génération de chercheurs et de les mettre au devant de la scène. Je crois que c'est bien cela. Et je vous félicite pour cette intention, parce qu'il est bon pour nous de savoir que nous ne sommes pas éternels. Il est donc important de former, d'aider à former la génération qui va inévitablement et inexorablement vous remplacer. Tel est le sens, je crois, de cet appel. Et la date limite de soumission des textes était pour le 31
janvier 2017. L'ouvrage a été effectivement terminé. Il compte 264 pages, 10 chapitres, bien pensés et bien écrits. Il est précédé par une préface de quelqu'un que je connais bien, une fois de plus, qui se trouve être devant vous. Et je ne commenterai pas la préface parce que je trouve que ce n'est pas sérieux de se commenter soi-même et de s'analyser soi-même. Donc, je vous invite à découvrir la préface par vous-même une fois que vous aurez acheté l'ouvrage. Je passe donc à l'introduction, bien sûr, du professeur Renou lui-même, et je ne la commenterai pas non plus, parce que je crois qu'elle montre le contenu de l'ouvrage et de manière très claire. Le premier chapitre est celui de Tatiana Manuela Taibé, qui je crois ici est dans la salle. Elle est là? Non. Et il est intitulé Edem Kodjo, un singulier pluriel. Le militant, l'intellectuel et le politique. Alors, elle parle également dans ce chapitre des contemporains d'Edem Kodjo qui méritent notre attention. Il s'agit, pas moins, de Cheikh Anta Diop, de Majmoud Diop, de Joseph Kizerbo et de Christophe Rondi. Je pense que ce sont là les sommités du monde scientifique en sciences sociales, incontestablement. Il est intéressant de voir que c'était des contemporains et elle le mentionne très bien. En tout état de cause, il est dit ici que c'est un singulier pluriel pour la bonne et simple raison que c'était un homme à plusieurs casquettes, à la fois enseignant, diplomate de haut vol, politicien de très haut niveau et, bien sûr, quelqu'un qui soutenait la production scientifique, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un ouvrage, avec une revue, la revue africaine de politique internationale. Quand on le dit comme ça, je pense que vous ne comprenez pas bien ce que représentait Afrique 2000. Afrique 2000 est en fait la sage-femme de nous tous. Beaucoup sont dans cette salle, c'est-à-dire qu'ils nous ont fait naître. Afrique 2000, c'est là où nous avons publié nos premiers articles. Et je vois ici Alain Didier Olinga, un de ces auteurs-là, de cette époque. Nous étions alors des jeunes auteurs, chercheurs, je dirais. Michel Cyr Djenawembu, aujourd'hui je pense qu'il est à la CEMAC. Maurice Kamto, François-Xavier Beaumet, Pierre Mukoko Bonjo, Achille Mbembe, Jean-Narcisse Mwelekombi, Alain Didier Olinga, je l'ai déjà dit, Dieudonné Oyono, Luc Sinjou, Célestin Monga, Daniel Etunga Mangele, Michel Lobé-Ewanen, etc. Une bonne partie de notre entrée dans le monde universitaire, le monde de la science, le monde de la connaissance, à cette revue, et qui était vraiment très bien votée, parce qu'elle était citée à l'époque. Et je crois qu'il n'est que justice que nous le rappelions. Son rédacteur en chef n'était autre que nous, qui nous a épaulés, qui nous a redirigés quand il y avait des petites choses à refaire, comme fait tout rédacteur en chef. Et nous nous sommes pliés avec beaucoup de plaisir. Donc je voudrais aujourd'hui vous rendre hommage pour avoir aidé à lancer notre campagne. Le deuxième, c'est Brice Cardo Simon. Je ne sais pas s'il est dans la salle. Apparemment pas. Et c'est l'idée panafricaine chez Edem Kodjo. Alors, je crois que pour faire simple, nous allons citer une petite idée qui est dans le texte, mais qui a été en fait le point d'entrée du chapitre.
Et il est tiré de Eden Kodjo lui-même dans son livre Panafricanisme et Renaissance africaine, publié à Lomé en 2013. Et voici, je crois que ça donne vraiment la quintessence du contenu du chapitre. Voici ce qui est dit dans le chapitre, et voici ce qui est dit à l'introduction du chapitre. On peut ne pas enseigner le panafricanisme. On peut ne pas diffuser le panafricanisme. Mais on ne peut pas nier l'idée panafricaine. Les racines sont là. Les racines sont en nous-mêmes, dans nos profondeurs. Et je crois qu'effectivement, l'idée panafricaine, c'est qu'il ne peut pas y avoir de prospérité africaine dans une Afrique divisée, balkanisée, faible et qui est la mendiante du monde. Je crois que c'est ça la connaissance de ce deuxième chapitre. Le chapitre 3 s'appelle et est rédigé par Simplice Modeste Junior Minkam Akonom. Est-ce qu'il est dans la salle? Non plus. Eh bien, il s'intitule La Renaissance africaine chez Eden Kodjo, pour une nouvelle grammaire de la géopolitique africaine. Bon, je crains que s'il fallait en long et en large parler de ce sujet, ça serait l'objet d'un quatrième ouvrage de la part du professeur Emmanuel Bono. Parce que la Renaissance africaine est l'une des préoccupations majeures du professeur Eden Kodjo. Ce n'est pas un lapsus quand je dis le professeur Eden Kodjo. L'Afrique doit construire sa propre démarginalisation. C'est un peu ce qui est dans ce chapitre. Dans la démarginalisation des jeux et enjeux des relations internationales et promouvoir ses richesses immenses dans le domaine culturel, matériel et spirituel. L'Afrique n'a pas encore commencé ce travail de manière systématique. Et donc, il est important, c'est une interpellation que représente ce chapitre. Le chapitre numéro 4 est l'œuvre de Sylvain Ndong Atok. Je ne sais pas si c'est dans la salle. Ah, voilà. Bon chemin. Et il est intitulé Comprendre le panafricanisme rationalisé chez Eden Kodjo. Évidemment, qui dit Eden Kodjo revient à la notion du panafricanisme rationalisé. Et ce chapitre se charge d'élucider cette question, de la approfondir et d'expliquer ce que signifie précisément le terme et le concept panafricanisme rationalisé. Alors, il décortique en 4 points. Je dis rapidement. D'abord, les origines du concept, à la page 112. Ensuite, le cadre opérationnel de ce concept, à la page 116. Les atouts du panafricanisme rationalisé, à la page 118. Mais une partie très intéressante, qui montre l'esprit critique qui est approprié à l'université et à l'académie, quand il dit les faiblesses théoriques constatées. C'est très important. Il n'y a pas d'être humain qui ne puisse faire une étude ou présenter une analyse qui ne soit soumis à la critique analytique. Et je crois que je vous félicite pour ça. Vous avez bien fait, à la page 122, de parler des faiblesses théoriques que vous recensez et vous expliquez pourquoi, pour vous, ce sont des faiblesses théoriques. C'est très intéressant. Et ça ouvre bien sûr le débat, un débat constructif, parce que pour avancer dans les idées, c'est le choc des idées contraires qui fait avancer la pensée. Nous ne voulons pas à l'université de la pensée unique. Une pensée unique ne peut pas avoir comme cadre l'université. C'est la pensée contradictoire qui renforce la connaissance. Chapitre 5e est rédigé par Steve Obama et s'intitule Eden Kodjo,
quelle place au panthéon des illustres panafricains? Les illustres panafricains. Quelle place et point d'interrogation? Évidemment, on lit le chapitre avec beaucoup d'intérêt, parce qu'on se pose bien la question de savoir, est-ce que l'auteur, et il va passer tous les secrétaires généraux en revue, et évidemment, il dit que le panafricanisme d'Eden Kodjo s'est nourri et a été souvent frustré par les égoïsmes affichés de certains chapitres. Vous savez, si vous connaissez bien Eden Kodjo, c'était quelqu'un d'entier. C'était quelqu'un de passionné, en fait. C'était un panafricaniste jusqu'au bout des doigts. Et donc, il n'est pas difficile de comprendre qu'il soit frustré quelquefois quand il vient avec son enthousiasme et que cet enthousiasme est refroidi par quelques chefs d'État qui s'empressent de lui montrer que son idée ou ses idées ne peuvent pas être implémentées de telle ou telle raison. C'est pour ça qu'on parle justement de il s'est nourri, c'est des égoïsmes des chefs d'État. Loin de se laisser faire ou loin de l'abandonner, il a plutôt reconverti cet enthousiasme dans l'écriture et dans la propagation de ses idées. C'est pour ça qu'on a vu qu'il a beaucoup écrit. Alors, à la fin de ce chapitre, la question de savoir si, oui ou non, Eden Kodjo appartient à une place au panthéon des illustres panafricanistes, la réponse tombe clairement. Et elle est oui. Il est placé au premier rang du panthéon, aux côtés des Kwame Nkrumah. Voilà, à la page 162, la réponse tombe de façon claire et nette. En réalité, comme Kwame Nkrumah, Eden Kodjo a été un penseur du panafricanisme. Ce n'est pas tous les présidents, ce n'est pas tous les responsables qui ont pensé à écrire. Et il est l'un de ceux-là, comme Kwame Nkrumah, qui a écrit bien sûr l'Afrique doit s'unir, Africa must unite, et puis qui a aussi écrit le conscientisme. Voilà la réponse qui a été donnée. Ensuite, la deuxième partie du livre, L'homme et son rêve d'Afrique, commence par le chapitre 6 de Carlson Yannick Ngalle. C'est le seul chapitre, me semble-t-il, rédigé en anglais. Mais le professeur Wanyo a tenu à respecter la constitution camerounaise, c'est-à-dire l'utilisation des deux langues de manière courante. Et donc ça s'appelle Africa's Development in the Emerging World Order. Et il fait donc une analyse de l'Afrique dans ce contexte du monde émergent, de l'ordre mondial émergent, et il termine en disant « The resurrection of the continent is inevitable, with its opportunities outweighing the liabilities. » Donc, il termine en disant que c'est inévitable que l'Afrique soit gagnante et soit l'objet principal de ce siècle, parce que ses atouts sont de loin supérieurs à ses problèmes et à ses freins. Il le dit à la page 187. Nous passons au 7e chapitre, rédigé par Siegfried Kamga Guisle, et je ne sais pas s'il est dans la salle. Très bien. Eden Kodjo, dans le débat géopolitique, des mots sur les mots du dialogue de sourds nord-sud. Je ne veux pas faire une dictée ici, mais je pense que si je demandais comment s'écrit ce chapitre, peut-être la moitié de la salle se retrouverait repêchée. Des mots sur les mots, ce n'est pas aussi facile que cela. Mais enfin, le chapitre est extrêmement intéressant parce qu'il montre la manière d'aborder le monde de Eden Kodjo
et ce qu'il entend lui par géopolitique de l'Afrique. Le chapitre montre que le dialogue Nord-Sud est asymétrique, naturellement. Mais aussi et surtout, c'est peut-être le plus grave, il est fait d'une juxtaposition de monologues. Il est difficile d'avoir un dialogue quand ce sont des monologues qui se succèdent les uns après les autres. Et il explique pourquoi. Mais il dit que pour exister, l'Afrique doit avoir recours au panafricanisme triomphant. C'est cela qui va assurer. Ce n'est pas les ponts et tout cela. Non. C'est la matière grise qui conçoit ces ponts et ces routes, mais contextualisées pour nos besoins, ici et maintenant. La matière grise, nous sommes à côté de du vrai combat. Donc, je voudrais implorer les uns et les autres à comprendre que la vraie bataille de l'Afrique, c'est la bataille des idées. Question des idées. Ces poches de pensée, ces idées seront faites, seront produites, mais à notre détriment, et nous n'aurons plus à nous plaindre, nous allons devoir assumer notre propre laxisme. Voilà, monsieur le directeur de l'État. Excellences, mesdames et messieurs, je voudrais vous remercier pour votre attention sur le principe.